Ne dis rien, Say Nothing, c'est la mini-série disponible sur Disney, 9 épisodes de plus ou moins 50 minutes dont vous nous parlez, Julien Gilles, bonjour. Bonjour Véronique, oui, dont je vous parle aujourd'hui parce que comme vous le disiez très justement, ça fait écho à d'autres luttes aujourd'hui très actuelles. C'est un récit qui a des vraies vertus pédagogiques, d'abord parce que c'est une reconstitution assez fidèle des événements des années 70 jusqu'aux années 90, de cette période qu'on a appelée des Troubles. C'est le conflit vraiment armé au plus dur du conflit armé qui opposait donc l'IRA aux forces royalistes. Je vais y revenir. Et donc, ça soulève la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les Ukrainiens sont bien placés pour nous en parler, tout comme les Palestiniens, tout comme les Ouïghours, tout comme quantité d'autres peuples à travers le monde qui luttent parfois depuis de longues décennies pour leur liberté et leurs droits. Et donc, le récit ici va nous montrer les mécanismes qui animent ces luttes pour l'autodétermination. Alors, d'un point de vue très personnel aussi, d'un point de vue très intime, on va plonger vraiment dans l'intime de combattantes au féminin, c'est très important, mais aussi de manière de plus collective par le fait que le récit va nous montrer les dynamiques qui animent aussi ce type de combat. Alors, et puis aussi, une troisième thématique, c'est l'après-combat aussi. Que fait-on de sa conscience quand les armes se taisent? Parce qu'il faut continuer de vivre, et parfois avec sur la conscience des exactions, des crimes, qui au regard de l'histoire, nous tourmentent ces combattants. Le pitch, rapidement, on l'a entendu dans l'extrait ici, on va suivre la destinée de deux sœurs. On est dans le Belfast des années 70, ça commence en 1971. On est vraiment au plus fort du conflit entre, d'un côté, protestants, loyalistes, unionistes, et de l'autre, les catholiques, nationalistes, indépendantistes. Vous l'avez entendu, en Irlande du Nord, tout va pour les protestants et quelque part il y a une forme de ségrégation très marquée pour les catholiques qui ont les pires logements, les pires emplois, bref, qui sont à la marge de la société. Et donc dans ce contexte, on suit une jeunesse qui est embrigadée, finalement, qui est conditionnée pour s'engager dans cette fameuse armée, l'IRA, l'armée irlandaise de libération. Et attention à celui qui fait mine de rester à l'écart, c'est-à-dire qu'on sent très vite dans le récit qu'il faut choisir son camp. On est soit protestant, soit catholique. Et si on est catholique, on a intérêt à jouer le jeu, c'est-à-dire que l'internement n'est pas prévu, n'est pas permis, et on constate assez vite qu'on peut être pris pour un traître. C'est un des fils rouges de la série, c'est la disparition, je vais y revenir, d'une mère de famille comme ça dans ce contexte qui est emmenée par les forces de l'IRA et qu'on ne reverra jamais. Dans ce contexte, on va suivre les deux sœurs qui sont aujourd'hui, qui ont vraiment existé. Je rappelle, je l'ai pas encore dit, mais cette histoire est tirée de faits réels, vraiment basée sur une documentation. Alors on n'en saura jamais parce qu'on n'était pas là pour entendre les dialogues, évidemment, et que certains des protagonistes ont disparu aujourd'hui, et que donc, je vais l'expliquer aussi, c'est basé sur des récits qui ont été compilés par l'université de Boston au début des années 2000, justement, pour documenter ce conflit. Et donc, il y a un bandeau aussi à la fin de chaque générique qui précise qu'un fameux personnage, je vais y venir aussi, lui par contre nie tous les événements qui sont repris, et toute l'image qui est rendue de lui, c'est Gerry Adams, je vais le dire clairement, leader du Sinn Féin, qui est omniprésent dans la série ici. Mais je vais revenir d'abord sur le pitch. Donc les deux sœurs Price, Dolores, 20 ans, et Marianne décident de s'engager. Elles ont été abreuvées toute leur enfance par des récits plus ou moins héroïques de combat de leur père, de leur mère. Leur père qui était un poseur de bombes pour l'IRA et qui a été emprisonné dans les terribles geôles britanniques et qui porte cette période d'emprisonnement comme une médaille. Et puis sous le même toit, par exemple, elles vivent avec leur tante, aveugle et amputée de ses deux mains, amputée parce qu'un jour elle a eu un accident en fabriquant une fameuse bombe artisanale. Donc voilà, deux jeunes filles qui ont été abreuvées de récits héroïques et qui décident de s'engager dans l'IRA, mais pas pour jouer les utilitaires, comme on l'a entendu aussi dans l'extrait. Oui. Elles veulent prendre les armes, et ça c'est du jamais vu au sein de l'IRA, qui est assez machiste finalement. Mais donc elles parviennent à leur fin et deviennent assez légendaires très rapidement parce qu'elles font des braquages, elles rapportent de l'argent, l'argent le nerf de la guerre. Elles trafiquent des armes aussi, et elles décident aussi, prenant de l'assurance, de marquer un grand coup, puisque les revendications ne sont pas entendues par le gouvernement britannique. Elles vont décider de bombarder entre guillemets Londres, bombing London, c'est l'expression utilisée. C'est pas un bombardement, c'est une série d'attentats qu'elles vont planifier et exécuter à Londres. Elles seront très vite arrêtées. Je ne dévoile rien en disant ça, c'est de l'histoire avec un grand H. Elles seront très vite arrêtées et dès lors, elles vont être incarcérées, naturellement, condamnation à perpétuité. Et elles vont mener alors une grève de la faim, se revendiquant comme une prisonnière de guerre. Elles réclament d'avoir les mêmes droits que n'importe quel prisonnier de guerre et que la Convention de Genève doit reconnaître. Elles sortiront avant évidemment la perpétuité, forcément, amaigries, forcément, elles sortiront
interrompre pour raison de santé. Et pour Dolores, et moins pour Marianne, mais pour Dolores, ça va être une nouvelle vie qui va commencer parce que ses idéaux se sont étiolés. Au cours de cette année d'emprisonnement, elle a eu le temps de se poser des questions, de prendre du recul sur ce qu'elle a fait, ce qu'elle a commis. Et c'est ça qui va venir aussi la tourmenter et qu'on va voir durant toute la seconde partie de l'histoire. Parce que ne dis rien. Le titre n'est pas innocent non plus. C'est à la fois le silence qu'elle va porter pendant toutes ces années jusqu'au moment où elle se confie à ce journaliste, mais c'est aussi le silence au sein même de l'IRA, qui en avait fait d'ailleurs une des forces de son organisation. C'est-à-dire que moins il y avait de gens qui savaient qui faisait partie de l'IRA et à quelle place on se situait dans l'organisation et dans la hiérarchie de l'IRA, mieux c'était, et il y avait un culte du silence même au sein des forces de l'IRA. Tout était très cloisonné et moins on en savait, moins on était susceptible de parler dans les geôles et sous les coups de l'armée britannique, parce que ça c'est très bien montré aussi, c'est pas tendre en face non plus. Quand ils attrapent quelqu'un qu'ils suspectent d'être de l'IRA, c'est passage à tabac, torture, et donc forcément si vous n'êtes pas au courant ou si vous ne connaissez que 2 ou 3 personnes autour de vous, vous faites moins de dégâts lorsque fatalement vous finissez par parler. Ça aussi c'est bien montré et c'est bien montré, et d'ailleurs c'est ce qui va tourmenter longuement Dolores dans ces années après son emprisonnement. Vous dites elle se confie, donc c'est le fameux projet Belfast, je vais revenir dessus. Donc il y a 2 temps dans cette série, il y a tous les événements des années 70, années 80 qu'on suit de manière chronologique, et puis régulièrement on voit Dolores à la cinquantaine, début des années 2000, face à un micro et face à un doctorant donc de l'université de Boston qui va venir et revenir sur les événements. Donc on a aussi le point de vue de Dolores 30 ans après finalement, avec ce fameux recul, et elle a des choses à dire, elle veut se faire entendre, moins peut-être pour les générations futures, que donc vraiment pour participer à la documentation du conflit, que pour soulager aussi sa conscience, parce que d'une part elle se sent trahie. Vous savez, les vainqueurs réécrivent l'histoire ou écrivent l'histoire. On l'entend encore ici maintenant dans la manière dont les États-Unis traitent le conflit ukrainien et l'interprétation qu'ils en font. Et donc elle est outrée parce que justement ce fameux personnage, ce fameux Jerry Adams, qui est de tous les combats initiaux, aujourd'hui, enfin en début des années 2000, il n'est plus du tout dans cette dynamique. Il est parlementaire, il siège à la très respectable Chambre des communes à Londres, parce qu'il a déplacé finalement le combat dans l'arène politique, ce qui était un peu attendu, mais du coup il a dû renier évidemment tous ses engagements. Et quand je disais qu'il y avait un bandeau à la fin de chaque épisode, eh bien il y a un bandeau qui indique bien que Jerry Adams n'a jamais reconnu avoir appartenu à l'IRA et n'a jamais été au courant de toutes les exactions qu'ont commises l'IRA, puisque 30 ans plus tard, il y a des comptes à rendre. C'est les fameux disparus de l'IRA. C'est-à-dire que maintenant que la paix est revenue, on va dire que les accords de paix ont plus ou moins été signés dans les années 97-98, par là. Maintenant que la paix est revenue, eh bien, on compte ses morts de chaque côté, et aussi du côté irlandais catholique qui dit mais finalement, moi, mon fils a disparu. On l'a pris, on l'a soupçonné d'être traître, et j'aimerais qu'on me rende son corps, j'aimerais qu'on me dise ce qui est arrivé. Et donc là, on pointe directement vers Dolores et vers ses corréligionnaires. Alors Dolores, elle a une part de culpabilité parce qu'elle aidait à ces disparitions. C'était la chauffeur. Elle conduisait ces personnes, et c'est ça, ces fantômes qui viennent la tourmenter. Et donc c'est pour ça qu'elle veut témoigner aussi. C'est pour remettre les pendules à l'heure, remettre les responsabilités chez chacun. Mais c'est un peu un combat vain, parce qu'elle doit se convaincre elle-même de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle aurait fait pour la bonne cause ou pas, ce que sa sœur arrive à faire. Et ça, c'est un autre phénomène, c'est une forme de storytelling à soi-même, finalement. On voit que Marianne arrive à occulter, finalement, ses actions, là où Dolores, elle, n'y arrive pas, et donc ça la ronge, ça la pousse dans des grandes dépressions, et voilà. Et c'est aussi un enseignement pour d'autres générations. C'est aussi le fait que on nous montre bien que la terreur, donc le terrorisme, user du terrorisme, ça ne marche jamais finalement. Les attentats à la bombe, c'est un peu comme des cris inaudibles. Qui va entendre, qui va écouter quelqu'un qui crie? On peut l'entendre, mais on ne l'écoute pas. Le pouvoir anglais était à chaque fois renforcé finalement par chaque attentat qui lui permettait de taper encore plus fort. Et donc il y a cette forme de déterminisme aussi qui est bien montré. On l'entend dans l'extrait. Les parents sont on ne peut plus fiers que leurs filles reprennent les armes, reprennent la lutte armée. Quel autre choix avait-elle finalement? C'est la question que Dolores à la cinquantaine se pose aussi. Je pouvais pas avoir une autre vie finalement. Donc elle a des regrets. Le regret de n'avoir jamais été ouverte sur d'autres perspectives que celui de perpétuer le combat. Évidemment, dans la bande de Gaza, évidemment, dans certains coins du monde, oui, les enfants reprennent les combats des parents, des cousins, des frères disparus. La haine entraîne encore plus de haine, et c'est un cycle quasiment infernal. Et ça nous rappelle aussi que ces
ces événements, on doit se rappeler que ces événements, c'était pas si lointain, c'était ici, c'était en Europe occidentale. C'est tout à fait proche donc on parle pas de peuplades, de communautés qui nous sont étrangères, qui auraient un background différent. Hein. Et pourtant, il y a encore assez peu aujourd'hui, même s'il y en a, il existe assez peu de documentaires, par exemple, ou de séries qui approchent d'aussi près, justement, toutes ces questions essentielles et ce secret qui entoure encore ce qui s'est passé lors de ces années-là. Merci beaucoup, Julien Gilles. Un grand plaisir.